Je vous rappelle simplement que cette conférence aujourd'hui, hein, comme c'était signalé, elle est filmée, elle est enregistrée. Alors, la caméra est fixe, donc ne filmera pas les débats des intervenants, mais enregistrée. Donc, c'est bien éventuellement de se présenter quand vous prenez la parole, s'il vous plaît. Ok, bonjour, Karine David, maître de conférence en droit public à l'université. Je vais essayer de pas dire de bêtises puisque on est enregistré. Ma question en fait s'adresse à Sandrine. J'ai écouté attentivement le raisonnement pour en fait ce qui m'intéresse, la question que je veux te poser, c'est par rapport à qui va être compétent pour déterminer les règles de conflit. Et donc où tu disais que ta position avait évolué. Alors en fait, la question par rapport à ce que tu as dit, il y a plusieurs choses qui m'interpellent et que je voudrais te poser. C'est, bon, d'une part, à mon avis, la comparaison avec la Polynésie est pas forcément pertinente, mais tu as ouvert la brèche parce que, alors je suis vite allée voir l'arrêt dont tu parles. Effectivement, il se base sur l'article 74 de la Constitution, donc on est encore dans le titre 12. La nature du pouvoir normatif de la Polynésie est pas le même puisque c'est une fausse loi du pays, on le sait. Et l'autre chose qui m'a interpellée, c'est pourquoi finalement on traiterait différemment le droit du travail et le droit civil. Voilà, ça c'est vraiment Et après, ce que je me demandais pour essayer de répondre à la question, c'est est-ce que ça se passe comment ça se passe dans les États fédéraux en fait? Parce que si dans un État fédéral, vous avez un État fédéré qui a la compétence en droit civil, finalement, est-ce qu'il y a une manière constante de régler le problème ou pas? Voilà, c'était un peu ma question. Alors je vais pas répondre pas directement sur les États fédéraux parce que je suis pas une spécialiste de cette question. Peut-être M. Fichero le saura. Mais pour en dire un mot, ouais. Mais alors sur la première question, pourquoi on traiterait différemment le droit du travail et le droit civil? À mon avis, il faut pas les traiter différemment. Il y a pas de différence de nature entre ces deux droits qui justifierait que la solution soit pas la même. Alors, c'est pas, une fois qu'on a dit ça, ça signifie pas qu'il faut faire comme en droit du travail, parce que je pense qu'en droit du travail, on ne s'est tout simplement pas posé la question. Et que ça s'est fait comme ça, la machine était lancée, on a mis un article premier presque, à mon avis, de manière intuitive, parce qu'il fallait bien dire pour qui on faisait ce code du travail, mais je suis pas sûre qu'on ait raisonné en termes de conflit de loi pour ça. Et on en a discuté un petit peu ce matin. Alors déjà la règle de conflit, enfin ce qui est en réalité une règle de conflit, qui est le premier article du Code du travail, on voit bien qu'elle n'a pas été travaillée vraiment de manière, en termes de conflit de loi, parce que le critère territorial n'est qu'implicite. Je l'ai plus exactement en tête la formulation, mais est applicable aux entreprises calédoniennes pour les salariés qu'ils emploient, je crois un truc comme ça. Mais c'est quoi une entreprise calédonienne? Est-ce que c'est une entreprise qui a son siège social ici? Est-ce que c'est une entreprise qui a une filiale? Enfin, je sais plus très bien quelle est la formulation, mais on sent que ça n'a pas été réfléchi dans la perspective d'une règle de conflit. Alors, à partir de là, on a deux raisonnements possibles. Soit on dit ça a été fait consciemment, vraiment, et le législateur calédonien s'est approprié ce droit de prendre les devants, en quelque sorte, en matière de conflit de loi, et dans ce cas-là, il va faire la même chose en droit civil. Soit on peut se dire plutôt, ça s'est fait de manière presque inconsciente, et il faut y réfléchir un peu plus pour le droit civil. Si c'était la première option, à laquelle je ne crois pas, mais qu'on se soit vraiment approprié cette compétence, la question subsidiaire qui vient, c'est est-ce que le législateur calédonien a prétendu déterminer le champ de compétence de ces normes uniquement, ou de ces normes et par contre-coup de celles de l'État. C'est-à-dire, ici, c'est les nôtres qui s'appliquent, mais sous-entendu, en métropole, c'est les règles métropolitaines. Je suis pas sûre de ça. On en a parlé un petit peu ce matin. Je disais, on pourrait avoir un raisonnement, bilatéraliser l'article 1er du Code civil, c'est-à-dire les règles calédoniennes s'appliquent aux entreprises calédoniennes, et donc, à contrario, les règles de métropole s'appliquent aux entreprises de métropole. Mais effectivement, il y a une discussion, c'est même pas sûr que ce soit envisageable. Et très sincèrement, je pense que la question ne s'est pas du tout posée comme ça. Donc, pour reprendre le fil, il n'y a pas, à mon avis, de différence de nature entre le droit civil et le droit du travail. Il faudrait les traiter de la même façon. La seule chose que j'ai fait, c'est un constat, c'est de dire, regardez quand même qu'en droit du travail, ça s'est fait par la loi du pays, et le ciel ne nous est pas tombé sur la tête. Voilà. Mais est-ce que c'est un argument suffisant pour faire la même chose en droit civil? Je ne sais pas.
Comme tu l'as dit, et vous avez vu, je dis les choses très sincèrement, ma position a évolué. J'étais plutôt initialement dans une perspective complète de ce transfert. Et très sincèrement, ça me paraissait aller de soi. La question ne me paraissait pas se poser autrement. Je ne sais pas si c'est que je me suis trompée ou si c'est que j'ai eu une vision trop intense finalement de ce transfert, mais je crois que cette position-là n'est peut-être pas le reflet exact des rapports que l'État et la Calédonie entretiennent. Je ne sais pas, voilà. Mais c'est vous dire que, voilà, même en y réfléchissant, plus on réfléchit, moins on trouve, hein, finalement, ou plus on réfléchit, moins on est sûr, ce qui n'est pas forcément bon signe. Mais pour ce qui est des États fédéraux, je vais laisser la parole à M. Fulcheron, mais je crois pouvoir dire déjà que la solution n'est pas universelle. C'est-à-dire que dans tous les États fédéraux, ce n'est pas la même solution. Bon, je ne suis pas non plus spécialiste, donc je me garderai bien d'entrer dans le détail. Simplement, c'est vrai qu'il n'y a pas de règle générale. Il y a effectivement des États fédéraux dans lesquels il y a une législation fédérale qui va s'appliquer, qui va donc régler les conflits de loi internes. Il y a également des États fédéraux dans lesquels chaque État fédéré édicte ses propres règles de conflit, et je crois me souvenir que c'est le cas des États-Unis. Il y a aussi, d'après certains, la possibilité d'avoir simplement une transposition au niveau des États fédérés des règles fédérales. Donc il y a vraiment toute une série de solutions qui sont édictées par chaque État. Donc il n'y a pas de règle générale en la matière. Pour ce qui est de l'Allemagne, par exemple, qui n'est pas à proprement parler, je crois, un État fédéral, même s'il y a quand même cette division, c'est de la compétence de l'État. Voilà. Que de dire quelle loi s'applique. Donc c'est vraiment l'idée d'une concession que l'État fait aux Länder en Allemagne, et donc c'est l'État qui décide sur quel terrain ils ont un champ de compétences et qu'est-ce qui relève de l'État. Et alors ce qui complique en plus les choses aux États-Unis, c'est qu'ils n'ont pas un raisonnement en termes de conflit de loi comme on a nous. C'est-à-dire qu'ils n'établissent pas des règles de conflit a priori qui disent avant que le problème se pose, dans telle situation ce sera ça, dans telle autre ce sera ça. Ils ont plutôt tendance à raisonner de manière casuistique, c'est-à-dire quand la question se pose, quelle est la meilleure loi qu'on va appliquer. Donc on ne peut même pas appliquer nos modes de raisonnement pour reprendre l'exemple des États-Unis. Donc c'est très divers. Mais sur la question de la compétence de la compétence, oui. Moi, il me semblerait, j'ai trouvé assez convaincant le raisonnement du Conseil d'État dans l'affaire donc de Polynésie, et je pense que c'est transposable la situation néo-calédonienne. Parce qu'il me semble que c'est à celui qui délègue de déterminer le champ de la délégation. Mais il peut le déléguer éventuellement. Simplement, dans le silence de la loi organique, je doute vraiment qu'on ait délégué cette compétence-là pour le Sénat calédonien. Voilà. Mais ce n'est pas impossible, il ne serait pas impossible de le faire. Oui, il y a une sorte de retour de compétence. Mais au risque de me répéter, même si ça relève de la compétence de l'État, il me semble indispensable pour la Nouvelle-Calédonie de se saisir de la question. Oui, Dominique Le Taillanterre, je suis magistrat. Pour préciser, en ce qui concerne le droit du travail, la question est un peu différente dans la mesure où le Code du travail néo-calédonien n'est que la reprise à droit constant de ce qui existait antérieurement, des délibérations, de l'ordonnance notamment, et l'article 1er auquel vous faisiez référence, c'est la reprise à peu près identique, puisque depuis il a été un peu modifié, mais sinon c'est la reprise de l'ordonnance de l'ordonnance de 85 qui fixait les principes directeurs en matière de droit du travail et qui est d'origine métropolitaine évidemment. Donc on peut pas tout à fait transposer. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas en droit civil ce qu'on a fait en droit social? Parce que ça n'est pas une création purement calédonienne, ce droit. C'est une, enfin, oui et non, mais c'est pas fait dans les mêmes conditions parce qu'il y avait déjà un droit très conséquent, mais d'une certaine manière, là, le droit civil,
tel qu'il existe aujourd'hui, là, 3 juillet en Calédonie, c'était le droit de métropole il y a 3 jours. Oui. Donc c'est un peu... De métropole, oui. Oui. De métropole, oui. Ouais. Tandis que Ah oui, là, c'est la bon, reprise d'accord. dans le code Oui, du travail, ce d'accord. sont des textes locaux, Qui existaient déjà. soit des délibérations locales, prises donc par le Congrès ou la Commission permanente, Oui. ou bien des ordonnances, telles que l'ordonnance de 85, qui étaient prises pour la Calédonie, par la France. Par la France. Oui, mais pour la Calédonie. Oui, mais donc c'est bien la France qui a dit que c'était pour la Calédonie et que ça s'appliquait là-bas. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est difficile de faire un parallèle. Je pense que la nature du transfert n'est pas différente. En revanche, les conditions dans lesquelles voilà, elle se c'est fait ça. sont différentes. Ça, c'est Voilà. Ouais. Mais je m'interroge, alors j'ai une question quand même à vous poser, toujours sur ce même sujet, parce que on parle de concessions. Vous avez parlé de concessions que l'État aurait fait à la Calédonie, mais il me semble que la loi organique est quand même issue ou n'est que la manifestation d'un accord politique qui a abouti à ces transferts et cette procédure de transfert sur le long terme. Donc, est-ce que, puisque l'origine, c'est quand même un accord politique, est-ce qu'on peut parler de concession? Alors, le mot de concession est peut-être pas le bon, et il est évidemment pas juridique. C'est un peu l'idée de délégation aussi qu'évoquait M. Chiron à l'instant, l'idée que l'État dit bon ben ok, sur ce terrain-là, c'est pas moi qui décide d'une certaine façon. Mais ça dépend de la conception que vous avez du transfert. C'est ce qui s'est passé pour moi, c'est-à-dire que j'en avais une conception complète, pleine et entière au départ, qui m'amenait à dire que puisque le législateur calédonien était déclaré autonome, en quelque sorte, il l'était pleinement jusqu'à écrire ses règles de conflit. Mais ce qui veut dire, si on pousse cette logique-là jusqu'au bout, et c'est le fait de pousser la logique jusqu'au bout qui m'a fait un petit peu reculer, c'est que si on pousse la logique jusqu'au bout, ça signifie que le législateur calédonien peut imposer ses règles de conflit à l'État. Puisqu'il peut dire, bah, après tout, moi, je veux que dans telle circonstance, la loi calédonienne s'applique en métropole, dans tel type de conflit. Et ça, je pense que c'est pas ce qui a été voulu. C'est pour ça que je pense que le transfert, il est important, hein, c'est considérable de transférer la compétence législative en droit civil, mais est-ce que ça a été un transfert au point que l'État dise, et en plus vous décidez tout seul, pour n'importe quelle situation, à quelle situation vos lois s'appliquent? J'en suis pas tout à fait sûr. Après, le terme de concession est peut-être pas le bon, hein, vous avez raison, c'est évidemment un accord, mais un accord qui a abouti à ce que l'État limite sa compétence. C'est en ce sens-là que je parlais de concession. Il a accepté de ne plus exercer sa compétence sur une zone géographique donnée. Merci. Raphaël Mapou, du chargé de mission Sénat coutumier. Je voulais revenir justement sur la question de la compétence des compétences, la capacité effectivement à produire la loi, à écrire la loi. Et j'entends souvent dire que effectivement on était dans une logique qui a présidé à la signature de l'accord de Nouméa, qui a présidé à la signature de l'accord de Matignon, puis à la signature de l'accord de Nouméa. Et cette logique, c'est la décolonisation du pays. Et en disant cela, parce qu'on parle du pouvoir du constituant métropolitain, bien sûr, c'est lui qui délègue, c'est lui qui concède. Mais il concerne parce qu'il y a eu un acte référendaire. Et l'acte référendaire, par l'acte référendaire, le constituant français a, pour ainsi dire, cédé une partie de ses pouvoirs au corps électoral constitué, défini pour cela. Et donc, j'ai envie de dire, on est bien dans un processus de décolonisation. Donc, pourquoi on reviendrait sur ce processus-là?
Alors que je considère que le constituant français, il a bien inscrit la Nouvelle-Calédonie dans un processus, c'est le constituant français avec le référendum de 88, qui a inscrit la Nouvelle-Calédonie dans ce processus-là, et que partant de là, on est dans cette logique, même aujourd'hui, après l'accord de Matignon. Cette logique-là ne peut être remise en cause que si, au terme du processus, on décide autre chose. Mais je veux dire, pour l'heure, on est toujours dans ce processus. C'est pour ça que je suis... moi, les exposés, je pense qu'ils sont très intéressants. Mais sur le fond, voilà ce que je voulais dire par rapport au pouvoir du constituant. Le constituant a transféré au corps électoral constitué pour cela, c'est-à-dire aux Calédoniens, la capacité de décider de l'avenir. On est dans ce processus-là, et les transferts de compétences s'inscrivent dans ce processus-là, pas d'autres processus. Voilà ce que je voulais réagir, parce que je considère que c'est important. Merci. Juste peut-être avant la question suivante, pour compléter ce que vous venez de dire, Monsieur Mapou, c'est toute la question finalement de ce que c'est que le droit international privé ou les conflits de normes. Historiquement, on s'est beaucoup interrogé sur la question de savoir si les conflits de normes, c'était presque un conflit de souveraineté. Vous voyez que ça date pas du problème calédonien du tout, hein. Mais dans l'histoire du droit international privé, on a longtemps raisonné en termes comme si c'était presque un combat entre des États qui se jaugeaient pour savoir qui va appliquer sa propre loi. Et puis finalement, c'est au cours du XXe siècle, on a un petit peu renoncé à cette perspective-là et on est plus dans une logique, alors privatiste, ça c'est un langage de juriste, mais de dire que finalement les conflits de normes, c'est d'abord un problème pour résoudre des situations du quotidien, de mariage, de divorce, de succession, de propriété, etc. Et qu'il ne faut pas raisonner en termes de conflit de souveraineté, mais en termes de quelle est la meilleure loi applicable, la loi la plus pertinente, la plus logique pour telle situation. Et je pense que notre mode de raisonnement à nous est plutôt dans une logique de, justement, quelle est la loi la plus rationnelle à appliquer. Mais votre remarque montre bien qu'on n'est quand même jamais très loin de cette question de qu'est-ce que c'est le conflit de normes. Et alors, sans aller jusqu'à dire que c'est un conflit de souveraineté, c'est vrai que je ne l'avais pas mesuré jusqu'à ce point-là, mais la question de l'autorité compétente pour le déterminer renvoie un petit peu à cette question, c'est vrai. Même si je pense qu'il ne faut pas en exagérer l'importance, mais c'est finalement ce que je disais au début, c'est de savoir si c'est un transfert dans sa complétude absolue, je ne sais pas si ça peut se dire comme ça, c'est très compliqué, mais est-ce qu'on est allé jusqu'à donner aussi l'autonomie pour déterminer le champ de compétences ou pas? Ça revient un petit peu à cette question du positionnement des deux pouvoirs normatifs l'un par rapport à l'autre. Bonjour, oui, je suis Isabelle Merle, je suis historienne. Je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit, puis poser une question. Là, il me semble que, en reprenant ce que disait Monsieur Mapou, c'est que dans la question de l'égalité des statuts, on peut en aucun cas extraire cette question d'une longue histoire, comme l'a dit Étienne Cornu, qui est une histoire coloniale, où on peut pas parler de conflit de souveraineté, mais en tous les cas de rapport de domination. Et clairement, en droit, l'imposition du droit commun français depuis 1853, avec le refus du statut personnel ou la très faible définition du statut personnel en Nouvelle-Calédonie en particulier jusqu'à 45, puis la reconnaissance d'un statut personnel mais auquel si on renonçait on ne pouvait pas revenir, etc., etc. On peut en aucun cas extraire cette histoire de ce rapport d'une imposition d'un droit qui a été toujours privilégié. Ça, c'était une remarque que je voulais faire. Donc, on sort un peu des questions de souveraineté, mais on est dans cette histoire-là. La deuxième remarque s'adresse à Étienne Cornu, et je voudrais revenir sur des questions beaucoup plus concrètes. Alors là, privatif, à propos, par exemple, des célébrations de mariage. Là, vous expliquiez, on pourrait imaginer une option de législation pour le choix, si j'ai bien compris, hein, vous me corrigez si j'ai pas bien compris, pour le choix pour que les époux puissent choisir l'autorité de célébration. On est d'accord? Alors, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut aligner les effets du mariage
mariage civil, mariage coutumier. C'est-à-dire que derrière le mariage, il y a des sens, il y a un univers de sens qui ne me semble pas complètement alignable sans réflexion, y compris pour les effets du mariage, et en particulier pour les enfants, mais en monde kanak pour les terres, etc., etc. C'est-à-dire que les effets du mariage et le mariage coutumier a une profondeur de sens qui est pas du tout la même que lorsque deux Français se marient. Et j'aimerais savoir dans quelle mesure vous prenez ça en considération. Je vous remercie. Alors effectivement, dans ce que je proposais, c'était de permettre, dans le cas du droit à construire, droit des confinements à construire, que les époux de statut personnel différents, enfin des personnes de statut personnel différents, pouvaient choisir leur autorité de célébration, ce qui n'est pas actuellement le cas. Hein. Le mariage coutumier n'est possible qu'entre personnes qui sont déjà de statut civil coutumier. Ça ressort de l'article 9 et ça ressort aussi de la délibération de 67. Donc on pourrait très bien reconnaître par exemple, au mariage entre un kanak et un non-kanak, d'aller devant l'autorité coutumière pour le célébrer. Après, la question qui va être de savoir, c'est d'aborder sur les effets. Est-ce que de ce choix de l'autorité de célébration, à supposer qu'on le reconnaisse, ce serait à créer, est-ce qu'on va en découler, est-ce qu'on va en déduire les effets? Pas forcément, c'est complètement, ça peut être déconnecté ou connecté. Tout dépend en fait du critère qu'on va choisir. On peut tout à fait le connecter en disant par exemple que les effets du mariage sont soumis à la norme de l'autorité de célébration. Auquel cas, le mariage devant l'autorité coutumière induira par conséquent la définition des effets du mariage par la coutume. Et donc de soumettre aussi une personne non kanak à la coutume. Mais ça, on comprend bien que ça procède finalement d'un choix. C'est pas très grave, puisque ça procède d'un choix qui devra quand même être fait à escient. Mais on peut très bien déconnecter les deux. Ça veut dire de permettre la célébration devant l'autorité coutumière, tout en soumettant les effets du mariage, par exemple, au droit du domicile commun, qui renverra donc au droit civil calédonien, un peu comme ce qu'on fait actuellement. C'est-à-dire qu'on peut très bien déconnecter les deux. Parce qu'après, à la question, c'est-à-dire que moi, je me place pas dans l'hypothèse de créer un droit commun des effets du mariage. C'est soit la coutume, soit le droit civil commun. Est-ce qu'on pourrait créer un droit commun du mariage ? Personnellement, j'en doute, effectivement, parce que je crois qu'il y a quand même pas mal de logiques qui sont, au jour d'aujourd'hui, en tout cas, inconciliables. Mais on pense notamment à c'est pas un effet, c'est la dissolution, à la dissolution du mariage. La dissolution coutumière du mariage suppose, chacun le sait, l'accord des clans, en plus de celui des époux. Ce qui veut dire que si les clans ne sont pas d'accord pour procéder à la dissolution, cette dissolution n'est pas possible. Et ça, on sait que dans la conception du droit civil, étatique ou maintenant calédonien, c'est pas envisageable. Les époux veulent divorcer, ils peuvent divorcer, ils n'ont pas besoin de l'avis de quelqu'un d'autre. Alors, faut nuancer un peu quand même ce caractère indissoluble du mariage coutumier. Ça veut dire que si les clans ne sont pas d'accord pour procéder à la dissolution du mariage, le juge coutumier pourra le faire quand même. Il pourra le faire quand même. Parce que le mariage coutumier est différent du mariage du droit civil. Le mariage en droit civil, c'était l'union entre deux personnes. Point. Alors que le mariage coutumier, c'est non seulement l'union entre deux personnes, mais c'est aussi l'union entre deux clans. C'est-à-dire que ça crée un lien individuel et ça crée aussi un lien clanique. Ça veut dire que si les clans ne sont pas d'accord pour défaire ce lien, qui a été scellé par la promesse du don de vie, réalisé par la naissance d'un enfant, si les clans donc ne sont pas d'accord pour supprimer le mariage coutumier, le dissoudre, le juge pourra le faire, mais il pourra dissoudre seulement le lien personnel. Le lien clanique, l'alliance clanique, elle demeurera tant que les clans ne voudront pas la rompre. Et elle demeurera jusqu'à ce que l'enfant issu du couple vivra. Donc, c'est-à-dire que soumettre à la rigueur quelqu'un qui n'est pas kanak à la coutume ne l'empêchera pas de divorcer en l'état actuel du droit coutumier. Ma question s'adresse à Monsieur Cornu. Je reviens sur l'application distributive du droit civil. Vous avez donné un exemple qui est de l'arrêt de la Cour d'assises de Nouméa, pour moi qui est un cas d'espèce pour le moment, même si c'est vrai que c'est une jurisprudence, mais c'est
un cas d'espèce pour moi. Et en plus, ça ne relève pas du statut personnel, mais du droit réel, c'est-à-dire délit, dommages et intérêts, puisqu'il s'agit quand même d'une association. Ma question est celle-ci. Comment, pour deux personnes de statut différents, comment appliquer votre théorie de application distributive, alors que quand on parle d'application distributive, ça veut dire qu'ils ont donc deux statuts différents. Comment appliquer cette théorie alors que systématiquement la sanction sera par exemple une condamnation de l'un contre l'autre? Alors que vous dites, on applique le droit civil pour le statut civil calédonien et le droit coutumier, par exemple, pour celui qui est du statut coutumier. Alors qu'il s'agit, par exemple, dans un cas de, on va dire, de divorce, il s'agit de, par exemple, de condamnation d'un conjoint à une prestation compensatoire à l'autre. Alors, comment expliquer? Par exemple, le statut coutumier ne reconnaît pas la prestation compensatoire. Les juges civils, les juges de Nouvelle-Calédonie ont toujours refusé d'appliquer une prestation compensatoire en matière de divorce, de dissolution du mariage. Alors, dans ce cas précis, par exemple, comment appliquer votre théorie d'application distributive? L'application distributive, effectivement, donc ça suppose d'essayer dans la mesure du possible, et j'avais bien précisé dans la mesure du possible, c'est-à-dire que le but n'est pas d'avoir une position un petit peu jusqu'au boutiste, dans la mesure du possible, le droit qui doit s'appliquer à chacun en fonction de son statut. Mais c'est vrai qu'à cela, il y a des limites. Notamment, les limites, c'est tout ce qui concerne les effets d'une institution juridique, et inclut le divorce. C'est-à-dire que un divorce, effectivement, ne peut pas être soumis pour chacun des époux à leur loi, parce que forcément, ça a des implications communes. Donc, dans ce cas-là, il faut trouver un critère. Et ce critère, c'est ce que j'ai donné, il y a un critère objectif, par exemple, le domicile commun, qui donnera compétence au droit civil calédonien, mais ça, c'est pas le critère de principe, mais aussi un critère, là, qui sera de principe, de l'option de législation. C'est-à-dire que dans un couple kanak, calédonien-non-kanak, il pourrait très bien choisir, par exemple, de se soumettre à la coutume par rapport aux effets du divorce. Mais il y aura pas, là, c'est plus d'application distributive ici. Pour les délits, c'est pareil. Le droit des délits a une assise territoriale. Donc là, on ne pourra plus faire de l'application distributive ici. Encore que, on ne pourra plus. En fait, si, on pourrait tout à fait. On pourrait tout à fait en prenant des critères, c'est-à-dire qu'en étant jusqu'au boutiste, mais justement, je ne le suis pas à ce niveau-là parce que ce serait plus praticable si on allait jusqu'au bout, mais on pourrait par exemple donner compétence à la loi, à la norme du statut personnel de la victime, par exemple. Donc si la victime est kanak, elle sera réparée en vertu de la coutume. Si la victime est de droit civil commun, elle sera réparée en vertu du droit civil commun. Donc on pourrait néanmoins faire de l'application un petit peu distributive comme ça, mais ça rejaillirait sur l'autre ici. Donc on l'applique, mais cette théorie peut s'appliquer, mais dans la mesure du possible. C'est-à-dire pour tout ce qui relève de l'individu. Par exemple, les conditions pour se marier. Alors, c'est vrai que ça complexifie un peu, parce que c'est-à-dire que pour une même notion, par exemple pour le mariage, on appliquera des normes différentes, à la fois pour les conditions de fond, que pour les conditions de forme, ou que pour les effets. C'est ce qui se fait en droit international privé. C'est tout à fait possible. Ça complexifie un petit peu, mais l'idée, c'est de respecter un petit peu l'identité des parties. C'est ça. Alors, il y a effectivement la possibilité de changement de statut qui existe aujourd'hui, et en plus qui vient tout juste d'être élargie encore plus par la Cour de cassation dans un arrêt du 26 juin dernier, pour permettre d'accéder au statut civil coutumier. Alors, ce changement de statut, le problème que ça pose, c'est quelque chose qui a été un petit peu évoqué par Sandrine Sana tout à l'heure à travers la notion du conflit mobile. Alors, je ne sais pas si, Sandrine, tu veux revenir dessus pour évoquer ça, mais ça pose effectivement un problème de savoir à quel statut on prend en compte. Est-ce qu'on prend en compte le statut actuel, c'est-à-dire celui qui va se présenter au juge, ou est-ce qu'on prend en compte le statut tel qu'il existait au jour où le droit est né?
la Cour d'appel de Nouméa a dû se poser la question, il n'y a pas très longtemps, là-dessus, par rapport justement aux intérêts civils, où la victime d'un dommage, originellement de statut civil coutumier, au jour où elle a subi son dommage, a, avant la saisine du juge, changé de statut, renoncé au statut coutumier pour prendre le statut de droit commun. Et donc le juge a été amené à se demander, mais quel statut je prends en compte? Le statut d'aujourd'hui ou le statut de droit coutumier à l'origine du droit? Ça, c'est l'hypothèse classique du conflit mobile qui existe aussi en droit international privé quand on change de nationalité, quand on change de domicile. En droit international privé, il n'y a pas de règle absolue de résolution du conflit mobile. Il y a deux possibilités. Soit on prend le statut nouveau, on s'en prend à la situation actuelle, soit on prend le statut ancien, qu'on appliquerait par respect des droits acquis. Sauf si je me trompe, il n'y a pas de règle absolue. C'est-à-dire que c'est pas par principe soit l'un ou soit l'autre. C'est en fonction, parce que chaque notion de propre droit civil est différente. Dans l'exemple de la Cour d'appel de Nouméa, elle a choisi, cette Cour d'appel de Nouméa, de prendre en compte, et à mon sens, elle avait raison, le statut civil au jour de la naissance du droit, ici. En ce sens que le changement de statut subséquent n'aura aucune influence sur la norme applicable. C'était le statut tel qu'il était au jour où le droit est né. Le droit de créance, donc le droit à réparation, ici. Donc, c'est comme ça que la Cour d'appel de Nouméa a résolu cette hypothèse du changement de statut. Mais c'est pas parce qu'elle l'a résolu, à mon avis, à juste titre dans ce cas-là, qu'elle ne le résoudra de la même façon plus tard. Par exemple, pour divorcer, par exemple, un couple qui se marie, de statut civil coutumier, par exemple. Ensuite, ils changent de statut, les deux deviennent de statut de droit commun, et puis ils divorcent. Ben là, on prendra en compte, à mon avis, pour ce cas-là, le statut actuel. On prendra en compte le statut actuel. En fait, on raisonne au moment où la question prend naissance. Est-ce que la question a pris naissance avant le changement de statut ou après? Si la question était née avant le changement de statut, on raisonne en fonction de l'ancien statut. Si elle est née, si la question ne s'est posée qu'après le changement de statut, on raisonne sous le nouveau statut. Ouais. On a exactement le même type de difficulté avec les gens qui changent de nationalité. Et ça, c'est quelque chose de fréquent, enfin, de domicile encore plus, fréquent peut-être pas, mais le changement de domicile, c'est un grand classique de ce type de raisonnement. Selon que la question prend naissance avant le changement ou après, vous raisonnez avec le premier statut ou le nouveau. Oui, alors, en l'état de la règle de conflit, oui, puisque la règle de conflit dit que quand deux personnes sont de statut différent, c'est le droit commun. Or, au moment où la question du divorce se pose, les deux époux n'ont pas le même statut dans votre exemple. Donc, au moment où la question se pose, c'est le droit commun qui va primer en quelque sorte. En l'état de la règle, hein, en l'état de la règle. Mais ça montre que le changement de statut va avoir un impact sur le régime, bien sûr, qui va s'appliquer aux deux. En l'état de la règle. Absolument. Bonjour. Je travaille à l'état civil coutumier. Donc, Monsieur Ilia Cyprien. Merci pour les interventions. Nous, on pratique un peu toutes ces questions de l'état civil coutumier, l'état civil de droit commun, les rapports mixtes. C'est un bon éclairage. Merci beaucoup à Mme Sana et puis à M. Cornu. Toutes ces questions du transfert du droit civil et puis toutes les questions qui s'y posent. Voilà, moi, bon, c'est technique, hein, mais j'avais juste une question. C'est par rapport à l'article 9 de la loi organique. Donc, le censor, apparemment, il devrait disparaître ou il reste un modèle de raisonnement, comme suggère alors, M. Cornu, par rapport à une méthode que vous avez essayé on va dire, de dégager pour essayer de suggérer pour ces trois statuts. Je pense que voilà, c'est la première question. J'ai une deuxième question. La question, on parle de statut civil coutumier, donc là on a parlé des rapports entre le cadre juridique de droit coutumier et le cadre juridique de droit commun. Ma question, quelle est l'incidence de la notion de us et coutume dans ces conflits de loi? Je prends la question de l'adoption.
qui est prévu dans la délib de 67, mais qui recouvre plusieurs sens. Voilà. Bon, c'est plus des questions comme ça, mais bon, je pense que c'est voilà. Merci en tout cas. Sur la première, l'article 9 est pour moi clairement pas un modèle. La seule chose à la rigueur qu'on pourrait conserver de cela, c'est à l'alinéa 2 l'option de législation qu'elle permet. Voilà, c'est tout. Mais le reste, à mon avis, est à faire disparaître, notamment parce qu'il y a cette logique assimilationniste qui fait toujours prévaloir un statut sur un autre. La deuxième question, je suis pas sûr de l'avoir complètement saisie. Elle me fait simplement penser à l'évolution en fait du droit coutumier, à cette distinction entre la coutume d'un côté, donc ça renvoie aux us et coutumes, avec notamment tout le travail que fait actuellement le Sénat coutumier sur le socle des valeurs kanak. De l'autre, le droit coutumier, qui est lui en perpétuelle évolution et qui est issu de la jurisprudence coutumière, qui est une image de la coutume telle que la jurisprudence la donne, mais qui ne correspond une image censée être la plus fidèle possible, mais qui n'est pas forcément le décalque complet. Et de l'autre côté, le droit de la coutume, c'est-à-dire tout le droit qui régit la manière dont la coutume va s'exercer. L'article 9 fait partie du droit de la coutume. La loi sur les actes publics coutumiers, c'est le droit de la coutume. C'est pas le fond. Ça ne dit pas, par exemple, comment l'adoption coutumière doit être organisée. Ça dit simplement, par exemple, que l'adoption coutumière, elle est reconnue. Voilà, par exemple. Et je pense qu'il faudra réformer effectivement tout ça. Enfin, en tout cas, le droit de la coutume, il faudra, dont fait partie notamment la délibération 67, devra sans doute être réformé également avec toutes ces règles de conflit de normes par la suite. Je propose, que j'ai vu le doigt se lever, prendre une dernière question, et puis après on pourra faire une pause. Il y en a deux questions là, il y a une question là-bas depuis tout à l'heure. Bon, les deux dernières, et puis après on peut faire une petite pause, parce que normalement il y a un traiteur qui nous attend. Et après on reviendra. Bonjour, Zoé Augustin, je suis étudiante en droit. Et il y a une question qui m'interpelle notamment par rapport à des cours qu'on a pu avoir l'année dernière avec vous, Monsieur Cornu, au sujet d'un va-et-vient qui pouvait se faire entre le statut coutumier et le statut civil, on peut dire commun. Et notamment, vous avez abordé, Madame Sana, pour les populations immigrées, la possibilité de changer, de demander un changement de critères de rattachement. Donc, est-ce qu'on ne peut pas envisager qu'il y ait des abus, en fait, de choisir un droit qui serait plus favorable suivant certaines situations, et justement, comme l'a fait la coutume, de répondre et de poser certaines limites? Je vous ai dit, vous l'avez sûrement compris, que j'étais pas une fanatique de l'option de législation, mais la situation particulière des mouvements de population en Nouvelle-Calédonie me fait penser que ce serait peut-être une solution pertinente, mais à une condition, c'est qu'elle soit extrêmement encadrée et que ça ne se transforme pas, comme je l'évoquais, en un tourisme législatif qui permettrait pour les raisons fiscales de venir s'établir en Calédonie et pour des raisons familiales de rester établi en France, par exemple. Vous voyez, de picorer ce qui serait intéressant ou ce qui ponctuellement nous intéresserait parce que à ce stade de notre vie, on a intérêt à être ici. Et bon, alors il pourrait bien sûr y avoir des abus, mais d'où l'idée d'y réfléchir bien avant. Et puis de n'ouvrir cette option de législation qu'aux gens pour qui elle a vraiment du sens, c'est-à-dire ceux qui se sont établis durablement et peut-être sans esprit de retour, soit ici, soit en métropole. Et donc déterminer ce qu'est cette durée suffisante, qui peut être longue, on peut imaginer 8, 10 ans, 15 ans, pourquoi pas 20 ans, ça c'est évidemment pas à moi de le dire, mais c'est au pouvoir public d'estimer à partir de quand on peut penser que quelqu'un a, j'ose pas dire pris racine, parce que ce serait peut-être un peu fort, mais en tout cas a une volonté d'intégration telle qu'elle demande à être soumise au droit qui est le même que les personnes qui les entourent. Donc, d'où l'idée de n'ouvrir cette option de législation que après une certaine durée d'établissement. Et puis, on peut aussi canaliser tout ça en disant qu'une fois que l'option a été exercée, elle n'est pas réversible. Ça, ce serait évidemment un choix d'autant plus lourd de conséquences, mais qui devrait être pesé. Alors après, vous avez aussi d'autres techniques qui ne sont pas celles de l'option de législation, mais qui sont celles du changement automatique. C'est-à-dire, on a des systèmes où, quand les gens vivent depuis 10 ans à tel endroit, sans qu'ils s'en rendent compte, ils sont plus soumis à leur droit d'origine, entre guillemets, mais ils sont soumis au droit du pays où ils vivent.
Ça existe pour la convention sur les régimes matrimoniaux, par exemple, où il y a un système de changement automatique. Je suis pas sûre que ce soit très très pertinent parce que ça crée quand même de l'insécurité dans la mesure où parfois les gens subissent ce changement sans s'en rendre compte. Et donc en termes de prévisibilité, c'est pas top. Voilà. C'est abandonné dans le projet de règlement. Comment ? C'est abandonné. Et en plus, voilà, c'est abandonné, mais c'est quelque chose qui s'est pratiqué, mais qui n'a pas produit des résultats très très pertinents, voilà, en termes de sécurité juridique. Et puis ça échappe un peu aux individus. Alors que l'idée de manifester une volonté, c'est qu'il y a une forme d'adhésion. Je trouve qu'en plus, en termes symboliques, c'est assez fort. L'adhésion à un ordre juridique. Et qui peut être une adhésion irréversible, pourquoi pas. Donc oui, il pourrait y avoir des abus, mais oui, surtout, ça peut être très encadré. Bonjour, je suis Koyan, je suis Tiga, je suis coutumier, fils de chef. Actuellement, je travaille dans l'immobilier, on peint dans le... Ce que je voulais demander, parce que tout à l'heure, la dame, là, elle a parlé d'indemnisation compensatoire. Je voulais savoir au niveau du divorce entre deux Kanaks, quoi. Hein. Est-ce que la Kanak peut demander une indemnisation compensatoire? Et qu'en est-il de l'autre Kanak dans le cas du divorce? Parce que le Kanak, il va dire, mais nous, on t'a payé 2 millions. On a payé la famille 2 millions. On a fait un mariage, il y a eu à peu près 15 millions. On a payé la femme 3 millions. Vous avez bouffé 3 millions. Comment vous allez arranger ça? Oui, donc il y avait la question de la prestation compensatoire. Alors, effectivement, il paraît, je n'en sais rien, hein, en réalité, que dans la coutume, il n'y a pas l'équivalent, il n'y a pas la prestation compensatoire. Et cette question, d'ailleurs, elle a fait l'objet d'un arrêt qui a été rendu par la Cour de cassation le 1er décembre 2010, qui a été très savamment commenté par ma voisine de droite, où la question avait été posée. Effectivement, une femme kanak demandait la prestation compensatoire. Son mari était aussi kanak de statut civil coutumier. Et la cour d'appel lui a dit, ben non, il n'y a pas de prestation compensatoire. Et la cour de cassation a validé ce raisonnement. Pour une raison qui est très simple, c'est que la prestation compensatoire fait partie du droit civil. Et donc, en matière de droit civil, eh bien, on applique la coutume entre les personnes de statut civil coutumier. Le droit civil étatique n'est en aucun cas un droit subsidiaire qui s'appliquerait parce que la coutume serait soi-disant lacunaire, parce qu'elle ne proposerait pas un équivalent. Oui. Donc non. Pourquoi il n'y a pas de prestation compensatoire? Posons le principe, il n'y a pas de prestation compensatoire dans la coutume, tout simplement parce que, peut-être, hein, c'est une supposition, mais après, ce ne serait pas à moi de l'expliquer, bien évidemment. Mais parce que ça sert à quoi la prestation compensatoire? Ça sert ici à rétablir l'équilibre, à conserver l'équilibre que le divorce avait créé, que le mariage avait créé, pour compenser justement le déséquilibre que le divorce va entraîner, faire en sorte que le niveau de vie de l'un des époux, celui qui gagne le moins pour faire simple, reste approximativement le même. Il n'y a pas ça, il n'y a pas d'équivalent visiblement dans la coutume. Mais pourquoi? Tout simplement parce qu'il existe, il me semble, hein, une solidarité à l'intérieur de la coutume, et que donc une femme qui divorce n'est pas en principe abandonnée. Elle peut retourner dans son clan maternel qui la prendra en charge. C'est-à-dire qu'il n'y a pas pour elle de déséquilibre. Alors après, on pourra on pense ce qu'on veut. Moi, je connais pas le fond de la coutume, donc je le dis plus par intuition que par réelle connaissance. Il faudrait que les coutumiers s'en expliquent ici. Mais c'est l'idée qui préside un petit peu de cela. C'est parce qu'il y a une notion collective, de solidarité collective, qui fait que la personne n'est pas abandonnée. Qu'il y ait des défaillances peut-être ponctuelles, ça c'est un problème. Mais c'est vrai que c'est pas la même logique, c'est tout. Je voulais vous poser une autre question, là, après je terminerai. Ma femme, elle a les oreilles, hein, c'est une oreille. Enfin, vous savez, ça veut dire quoi, les oreilles, hein? C'est une métro, hein? Elle est de Lyon, quoi. Bon. Alors, nous, dans notre mariage, on est mariés dans le droit civil, droit commun. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a adopté la fille de mon cousin. Donc, elle a opté pour le droit commun. Et voilà que mon fils, arrivé à sa majorité, il a demandé d'avoir le statut, voilà, coutumier.
Ça a été accepté. Puis voilà que mon fils a réfléchi, parce que c'est un métis d'oreille, hein. C'est que les parents, ils ont des biens en France. Alors il a dit, mais papa, mais est-ce que j'aurai le même droit que, parce que là, c'est ma soeur, ma cousine, ma soeur, là, qui va, elle est de droit commun, elle. Alors est-ce que moi, j'aurai droit aussi au bien de maman quand elle sera morte? Oui. C'est la question. Oui. Et là, ça revient, par exemple, au niveau successoral. Il aura droit. Est-ce qu'on doit toujours faire une option par rapport avant les transferts de compétences? Là, le fait que au niveau successoral, ça ne change rien. On faisait une option. On faisait une option. L'option successorale qui existe, je suppose que vous faites référence à la délibération de 1980. Ça concerne ici les personnes qui sont de statut civil coutumier et qui sont propriétaires de biens soumis au droit commun. Par exemple, de Kanaks de statut civil coutumier qui ont une maison à Nouméa. La Nouméa, c'est pas une terre coutumière. Donc c'est un vrai droit de propriété. Donc là, la délibération de 80 permet, sauf erreur de ma part, mais ça peut-être je passe sous le contrôle du notariat, permet en fait de choisir. En principe, c'est soumis au droit commun, ça, c'est pas une terre coutumière. Mais la délibération de 80 met en œuvre en fait une espèce de droit successoral un petit peu hybride ici, de soumettre cette succession-là à des relations un petit peu coutumières ici, c'est-à-dire que de sortir un peu du droit commun, de ne pas aller complètement dans la coutume, mais d'essayer de faire une dévolution successorale plus ou moins. Bon, mais je connais pas exactement, mais il me semble qu'il y a un système un petit peu hybride, moi si j'ai bien compris ce système de délibération. Oui, le droit commun, donc là de toute façon ça change rien. Absolument. Oui, c'est ça. Oui, pour ça. C'est pour ça que la délibération ne porte que, c'est pour ça que je précisais, que pour une personne de statut civil coutumier qui est propriétaire d'un bien soumis au droit commun. C'est simplement dans cette relation-là. Mais effectivement, dans ce cas présent ici, ça ne change absolument rien. Qu'il soit de droit commun ou coutumier, par rapport à son caractère successif, ça ne pose pas de problème. Rapport mixte, on applique le droit commun. Point. C'est un exemple parfait qu'on n'aurait pas osé imaginer, mais on va le réutiliser maintenant, votre exemple, pour les conflits qu'on va évoquer tout à l'heure, parce que c'est typiquement la situation des rapports mixtes qu'on évoquait tout à l'heure. Voilà.